Bienvenue à la 13e édition de la Journée SIG à l'Université Laval. Je vous souhaite la bienvenue pour notre après-midi ensemble sur des thématiques en lien avec le territoire, la cartographie, les données géospatiales. Merci d'être là. Il y a beaucoup de place à l'avant, si vous voulez bien voir ce qui est présenté. Tout de suite, je vais agir comme l'animateur de notre rencontre de cet après-midi, mais j'en profite pour inviter tout de suite Mme Sonia Rivet, Mme Lauralie Bolger, membre du comité organisateur de la Journée SIG, à nous adresser un mot de bienvenue. Au nom du comité organisateur, nous sommes heureuses de vous accueillir à la 13e édition de la Journée SIG de l'Université Laval. Nous sommes réunis aujourd'hui en tant que communauté d'experts et d'expertes en géographie, en géomatique, étudiantes et étudiants, universitaires et amateurs de systèmes d'information géographique, pour constater et célébrer la diversité des champs d'application et des données technologies spatiales. D'ailleurs, le thème de la journée SIG de cette année, c'est quand l'espace rencontre tout. Plus que de simples outils, les données et technologies géospatiales servent de lien entre les disciplines telles que la santé publique, les études culturelles et les sciences de l'environnement, juste pour nommer quelques exemples. Elles permettent d'abord d'aider à relever les défis complexes de la société. Désolée. Donc, pendant la journée, vous aurez l'occasion de participer à des ateliers interactifs, donc les stations d'expérimentation qui sont juste dans le hall, d'écouter des spécialistes de ces stations-là qui vont vous présenter leurs projets, de découvrir des initiatives de pointe qui élargissent les champs des possibles en matière de SIG. Cette journée est aussi une opportunité de nouer des contacts, de partager des idées et de s'inspirer des projets extraordinaires qui sont réalisés dans notre domaine. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à rendre cet événement possible, y compris nos partenaires, donc l'Association canadienne des sciences géomatiques, section Champlain, qui est un partenaire argent, l'Association de géomatique municipale du Québec, qui est un partenaire bronze, les animateurs et animatrices d'ateliers, les présentatrices, présentateurs, les membres du comité organisateur, qui ont grandement contribué à l'événement d'aujourd'hui. Donc, merci d'être présents avec nous et bonne journée SIG. Merci à vous deux. Tout de suite, sans tarder, nous allons entamer notre programme de la journée avec la conférence d'ouverture qui a pour titre « Intelligence artificielle géospatiale, transformer les données et l'expertise en information exploitable ». Cette présentation vous sera communiquée par M. Jean-François Bourgon et Mme Mojdeh Chabazi, tous deux de Ressources naturelles Canada. Dans cette présentation, les conférenciers introduiront divers aspects des technologies d'intelligence artificielle géospatiale, communément connues sous l'acronyme GEO-AI, développées au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, notamment les modèles fondamentaux géospatiaux canadiens, la chaîne GEO-AI et les cadres de jumeaux numériques. Ils présenteront la manière dont ces technologies sont appliquées pour répondre au mandat de création des couches de données de base du pays. Une démonstration viendra illustrer comment elles permettent d'extraire des connaissances mesurables à partir de données géospatiales acquises avant et après une catastrophe naturelle. Nos conférenciers et notre conférencière, Jean-François Bourgon, est titulaire d'un baccalauréat en sciences géomatiques de l'Université Laval depuis 1999 et il est à l'emploi de Ressources naturelles Canada depuis 2000. Il occupe actuellement le poste de gestionnaire du projet Imagerie et soutien à l'innovation au sein de la division Géobase du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre.
Ce projet vise la mise en œuvre de solutions innovantes fondées sur l'intelligence artificielle ainsi que l'acquisition des données essentielles à leur application, à leur fonctionnement. Auparavant, Jean-François a longtemps contribué au développement d'applications et de services en ligne facilitant la découverte et l'accès aux données géospatiales produites par Ressources naturelles Canada. Pour sa part, Mojdeh Shabazi, qui détient un doctorat en télédétection et qui est ingénieur, est spécialiste en géomatique avec plus de 15 années d'expérience en photogrammétrie, vision par ordinateur, vision robotique et intelligence artificielle géospatiale. Chez Ressources naturelles Canada, au sein du Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, elle agit comme conseillère scientifique et elle développe des approches Geo-AI pour moderniser les photos aériennes historiques, analyser les changements et fusionner des données multimodales. Elle dirige également des initiatives sur l'application des technologies informatiques quantiques au domaine géospatial. Je vous inviterai tous les deux à prendre place et à nous communiquer votre savante expertise. Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation à venir présenter aujourd'hui. Avant de débuter, je tiens tout d'abord à souligner que Mojdeh et moi, on travaillons tous les deux à Sherbrooke, une ville située au cœur du territoire du peuple Abénaki et de la Confédération Wabanaki. Nous sommes également extrêmement heureux et honorés d'être invités ici aujourd'hui sur le campus de l'Université Laval, lui-même situé sur les territoires partagés des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, Innu et Wolastoqey. Je tiens à exprimer mon respect et ma gratitude à ces communautés qui veillent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Tel que mentionné, la présentation d'aujourd'hui va porter sur l'usine, la capacité Geo-AI de notre centre d'information géographique. Tout d'abord, notre organisation, le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, le CCOT, SQFRI, est l'une des directions du nouveau secteur des sciences, du secteur des géosciences et de la surveillance de la Terre au sein de Ressources naturelles Canada. Notre centre agit en quelque sorte en tant qu'agence nationale de cartographie. Notre mission couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des données géospatiales. Ça inclut notamment la réception de données satellitaires et la science de l'observation de la Terre au sein du Centre canadien de télédétection, la création de données géospatiales par la division GeoBase, la diffusion des données par l'entremise du site geo.ca, grâce entre autres à la division Géodécouverte, ainsi qu'à la mise en place de standards internationaux pour l'exploitation des données géospatiales qui supportent directement l'infrastructure canadienne
de données géospatiales au sein de la division du même nom. Depuis septembre environ, nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre secteur le Centre de services d'information sur les risques, qui est responsable de la surveillance des risques au pays, incluant notamment la surveillance des activités sismiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre organisation, je vous invite à visiter le site web de Ressources naturelles Canada et vous pouvez aussi consulter le site geo.ca pour un accès direct à nos données et services. Le CCCOT dispose de ressources uniques en information géospatiale. On retrouve entre autres la Photothèque nationale de l'air qui compte plus de 6 millions de photos aériennes historiques, ainsi que les plus grandes archives d'images de télédétection issues du radar ou de l'optique au Canada. À cela s'ajoute une équipe d'environ 150 spécialistes en observation de la Terre, en ingénierie et en sciences des données. Tout ceci offre au CCCOT une position privilégiée pour faire avancer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine géospatial. Dès le départ, notre organisation a rapidement vu le potentiel immense de l'intelligence artificielle. Les besoins en information géospatiale sont variés et doivent être comblés de plus en plus rapidement. Cela confirme qu'une culture orientée vers l'innovation est essentielle pour accomplir notre mission actuelle auprès des Canadiens et des Canadiennes, ainsi que des agences et des ministères fédéraux. Notre expérience avec le domaine de l'intelligence artificielle a débuté dès 2018. Les principaux facteurs qui ont contribué à ce virage sont entre autres le fait de devoir fonctionner avec des ressources parfois limitées autant au niveau du financement que des personnes impliquées dans les différents projets, la vaste quantité de données et d'informations qu'on doit consommer, ainsi que la rapidité à laquelle on doit fournir celles-ci, de façon souvent quasi instantanée, et le fait que les données doivent désormais être hautement géolocalisées. Tout ceci mis ensemble fait en sorte que l'adoption du GEOIA, ou de l'intelligence géospatiale liée au domaine de l'intelligence artificielle liée au domaine géospatial, font en sorte qu'il est de plus en plus pertinent avant de poursuivre, cette présentation, comme mentionné dans l'introduction, inclura différentes démonstrations. La première portera sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la modélisation des photos historiques. François Majdi. Donc, oui, j'aimerais commencer par vous présenter un peu notre chaîne de valorisation d'imagerie historique aérienne. Les images historiques sont vraiment des sources avec une valeur inestimable pour jouer un rôle important dans la détection des changements à long terme, donc nous fournir des séries multitemporelles à long terme qui pourraient contribuer à des études de changement climatique, par exemple. Et dans ce contexte-là, et pour ce raison-là, il y a plus en plus de pays, inclus le Canada, qui ont l'intérêt à accéder, à valoriser, à moderniser leurs archives historiques d'imagerie. Donc, dans notre cas, au Canada, dans le cas du gouvernement fédéral, c'est le CCCOT qui gère un inventaire d'imagerie historique aérienne qui couvre une durée de presque 100 ans et qui contient plus de 6 millions d'images. Donc, c'est vraiment un inventaire très précieux, mais par contre, dans son état brut, dans son format brut, les images historiques, que ce soit sur papier ou même numérisées en format digital, ils ne sont pas vraiment adaptés à des besoins des analyses modernes basées sur données ou ce qu'on connaît comme Data-Driven Analytics. Et pour ce rendre-là, il faut d'abord se transformer sous les formes digitales modernes et devenir prêt à analyser, ce qu'on appelle le format Analysis Ready.
Donc, dans cette transformation-là, c'est super important que ces données-là, dans le fond, viennent géoréférencées comme les données géospatiales modernes et que ça soit très bien aligné spatialement parlant avec les ressources modernes, comme l'imagerie satellitaire moderne, comme les modèles de des modèles d'élévation de terrain ou de surface moderne. Et c'est ça qui va nous permettre après de faire des analyses multitemporelles. Donc cet alignement-là, ça fait une partie très importante du traitement d'imagerie historique. Et une fois c'est possible, il y a vraiment beaucoup d'applications autour d'imagerie historique. Par exemple, que ce soit détection de changements dans les cas réglementaires, comme trouver des mines perdues, ce qu'on appelle des mines qui étaient laissées sans restauration, et faire un suivi réglementaire dans ce cas-là. Soit on travaille par exemple avec Indigenous Services Canada pour identifier les écoles indiennes et dans le cadre de engagement du gouvernement du Canada envers la réconciliation avec les peuples autochtones, ou que ce soit dans les cas d'études de changement climatique, comme détecter des changements de surface, des érosions côtières et d'autres événements. Donc, une fois cette caractéristique-là de analysis ready est disponible pour l'imagerie historique, il y a vraiment plein de potentiel et plein d'applications pour valoriser ces données-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer un petit peu le processus qui arrive pour transformer les images en format Analysis Ready. Donc, l'entrée à ce chaîne de traitement, c'est simplement des collections de photos que dans leur format brut, soit qui sont déjà imprimées sur papier, soit qui sont encore sur les rouleaux de film, sur pellicule de film, et ils se scannent ou numérisent en format digital. Et ils sont vraiment des collections disparates des images. Première étape qu'on fait, c'est de les convertir dans un format comme s'ils étaient prises avec des caméras modernes, comme s'ils sont vraiment une série d'images prises avec une caméra aérienne moderne. Et première étape pour faire ça, c'est de détecter des marqueurs, des tags autour des images qu'on appelle des fiducial marks. Et la plupart de vous êtes trop jeunes pour savoir ça, mais c'est dans le fond des petites marqueurs sous format de points, de cross ou de cercles que se trouvent dans 4 ou 8 coins de l'image. Et il faut normalement aller les taguer précisément. Dans notre cas, on a développé des modèles AI qui vont passer à travers toutes les images, les détecter automatiquement et les localiser très précisément avec des accuracy sub-pixels qui après nous permettent d'appliquer des transformations nécessaires pour transformer ces images numérisées à une image digitale. Donc il y a un processus vraiment il y a une différence en fait entre ce qu'on appelle l'image numérisée versus une image digitale. Donc le prochain, c'est ce qui arrive aussi dans la photogrammétrie normale, c'est de faire de l'orientation relative et de calibration de ce caméra maintenant numérique qui va nous permettre dans le fond de reconstruire la réalité de terrain, mais de façon sparse ou clairsemée. Comme vous voyez ici, le nuage de points 3D, c'est très clairsemé. Mais ce qui est important là-dedans, c'est les pyramides qu'on voit qui montrent la position et l'orientation des caméras sur le moment que chaque image y était prise. Donc, c'est un petit peu, on peut dire, reconstruction de levée aérienne. Et après ça, la prochaine étape, c'est de densifier ce nuage de points. Là, il va représenter vraiment des features de terrain. Et pour arriver à cette étape-là, ce qui est très important, c'est aussi l'alignement de ce nuage de points de façon spatiale, en 3D, avec réalité terrain actuelle. Donc, il y a certaines choses, comme certaines routes, peut-être certains bâtiments, blocs de roche, il y a des choses qui ont resté non changées, dans le fond, à partir de temps historique jusqu'à temps moderne, comme
Par exemple, pour créer cette jeu de données-là, on a utilisé une imagerie, ça by the way, ça vient de la ville de Jasper en Alberta. Donc, on a utilisé une imagerie satellitaire de 2023 pour faire le jeu référencement de celui-là. Puis la façon que ça se fait, c'est full automatisé avec des méthodes basées encore sur intelligence artificielle géospatiale qui va aller détecter des points de contrôle de façon virtuelle entre l'imagerie historique et sources de référence modernes, que ce soit modèle numérique de surface moderne ou l'imagerie satellitaire ou aérienne moderne. Puis après, c'est utilisé pour créer ce produit-là. Et une fois on est arrivé à un nuage de points denses, le prochain, c'est de créer de surface, modèle numérique de surface, le DSM, puis dans lequel on est bien capable de voir les bâtiments, les routes, les rivières, les montagnes, les collines et tout ça. Et une fois qu'on a extrait toutes ces informations-là, la prochaine étape, c'est encore photogrammétrie simple. Ça veut dire mapper ou cartographier chacune des images sur une surface orthogonale et les faire stitcher, ce qui va éventuellement présenter une mosaïque orthorectifiée qu'on voit ici. Et encore, grâce à ce processus d'alignement basé sur AI, vous voyez qu'il y a un alignement spatial parfait presque entre le mosaïque historique versus le mosaïque, l'image satellitaire moderne. Et c'est ça qui va nous permettre de faire vraiment des études multitemporelles. Si on fait une détection des bâtiments en année 2023, on peut voir est-ce que ce bâtiment-là existait en année... ça, c'est l'année 1966, je pense, l'image. Donc, on peut vraiment faire des comparaisons temporelles actuellement. Et quand on a des images qui viennent de plusieurs années, on s'assure que les images historiques, on a aligné très bien entre eux-mêmes aussi. Et comme ça, ça nous permet vraiment d'avoir des séries multitemporelles. Puis un autre aspect de cette transformation ou modernisation des photos historiques, c'est la qualité de ces photos-là. Quand ces photos sont encore sur le rouleau de film, sur pellicule, c'est possible de les numériser avec des numériseurs professionnels à haute résolution, comme 2000 DPI ou plus, sauf que quand ils sont déjà imprimés en papier, on est limité en termes de résolution. Normalement, 800, c'est pas mal. Le 800 DPI, c'est pas mal la résolution qui est possible. Ça veut dire qu'on perd beaucoup d'informations, donc par rapport à l'échelle dans laquelle la photographie était faite, on perd beaucoup d'informations. Et avec n'importe quel digitizer ou scanner, on introduit dans le fond des artefacts sur les images, des blurs, des distorsions que normalement ne devraient pas être là. Donc, si c'était une image moderne prise avec une caméra digitale, on ne voyait pas ça. Donc, dans notre cas, on a développé des modèles AI basés sur diffusion qui vont prendre l'image à basse résolution. Ils vont non seulement augmenter la résolution, mais ils vont essayer d'enlever aussi les artefacts produits par les scanners. Donc, ce qu'on voit ici, à gauche, celui-là, c'est vraiment l'image qui était à bonne résolution, scannée à partir de rouleau de film. Et puis celui-là, c'est une image scannée à partir de papier à basse résolution. Vous voyez quand même la bonne différence de qualité entre les deux. Puis ça, c'est ce qui est à partir de l'image à basse résolution produite par AI. Donc, c'est pas mal très semblant à un produit original à bonne résolution. Et on peut dire même un petit peu mieux, l'effet de scanner, on ne le voit même pas. Je fais... Ça ne bouge plus. Comment t'as fait? Ok. Donc, ici, c'est juste un zoom-in dans un bâtiment de l'autre image. Donc, encore une fois, on voit ici la bonne qualité de scan à partir de rouleau, mauvaise qualité de scan à partir de papier, et le job que le modèle AI a fait pour, encore une fois, améliorer la résolution, mais aussi améliorer l'apparence de l'image. Donc, je laisse ça maintenant.
Donc, une autre composante essentielle de notre capacité GeoAI est ce que nous appelons aussi notre usine GeoAI. Nous avons mis en place cette usine GeoAI afin de permettre de produire un produit phare actuellement à haute société, soit la série de données GeoIA. Ça nous permet de mettre à jour un sous-ensemble des classes qu'on retrouve au niveau des données géospatiales fondamentales, telles que les empreintes de bâtiments, les éléments du réseau routier, les régions boisées et les étendues d'eau de surface. Ces données sont principalement extraites à partir de sources de données d'imagerie, soit des photos aériennes, modernes ou historiques, de même que des imageries optiques haute résolution. Derrière la conception de ces produits se trouvent de nombreux efforts de développement, beaucoup à l'interne, mais aussi fait en partie en collaboration avec l'industrie privée et le milieu universitaire. Donc, comment ça fonctionne? Le cœur, soit le traitement, est basé sur des modèles d'intelligence artificielle de vision par ordinateur qui font la segmentation automatique basée sur les classes que j'ai mentionnées. Mais la chaîne comprend non seulement cette composante centrale-là, mais tout ce qui est nécessaire à l'accueil et la préparation des données, l'extraction et le post-traitement de l'information jusqu'à sa publication. Au cœur de cette chaîne se retrouvent bien sûr les modèles. On a aussi en parallèle développé un outil qui se nomme GeoDeep Learning, qui est disponible de façon ouverte sur GitHub, qui permet d'entraîner des modèles basés sur la vision par ordinateur, mais pour différentes tâches, pas uniquement la segmentation sémantique. Mais éventuellement, cet outil peut être réutilisé pour entraîner d'autres types de modèles. Et bien sûr, tout ceci s'appuie sur une grande variété de technologies différentes qui facilitent le développement et le déploiement. Les flèches pour changer. Bien sûr, la disponibilité d'accès à des images haute résolution est primordiale et un élément clé du scrutin actuel. Ainsi, une fois que les zones d'intérêt ont été identifiées au pays pour la nouvelle cartographie, on utilise comme source potentielle soit les services d'abonnement à l'imagerie optique et autres sources que l'on possède, ou encore les offres à commande négociées par notre organisation. On s'appuie aussi grandement sur des données provenant des agences cartographiques provinciales ou territoriales qui partagent avec nous, sous forme d'entente de collaboration, l'imagerie aérienne acquise par eux. Les modèles sont capables de performer de façon similaire avec nous au niveau des sources de données. Présentement, nos modèles de segmentation sémantique utilisent essentiellement des données divisibles, bandes RGB principalement, et sont capables d'offrir des performances pour tout ce qui est une résolution en bas du mètre, avec des performances très similaires. Une fois les données acquises, les différentes tâches du pipeline ou de notre usine GeoIA sont orchestrées de manière complètement automatique. Ici, on illustre un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des différentes tâches en lien avec le traitement d'une image satellitaire. Ceci comprend donc toutes les étapes qu'on voyait dans l'illustration précédente, soit la préparation, le pré-traitement des données d'intrants, l'application des modèles AI eux-mêmes, et suite à ça, la conversion de ces résultats-là en produits qu'on intègre dans nos dépôts de données centraux et qui vont éventuellement mener à la publication du produit sur geo.ca. Ici, un exemple de la couverture actuelle est projeté. Donc, une fois que nous avons pu terminer l'implémentation de notre pipeline, nous avons lancé la série de données GeoIA à l'automne 2023. À ce jour, nous avons déjà publié plus de 500 000 km² de nouvelles couvertures pour les 4 classes mentionnées précédemment, soit les bâtiments, l'eau de surface, les réseaux routiers et les régions boisées. Ici, on voit des sources d'imagerie qui contiennent à la fois d'imagerie satellitaire et, par exemple, au Nouveau-Brunswick, une couverture complète offerte par les données de photographie aérienne du Nouveau-Brunswick.
Environ 1 million de kilomètres carrés supplémentaires sont actuellement en cours de production et sont dans différentes étapes du processus de préparation et de publication des données. Les priorités sont dictées souvent par différents programmes actifs auprès de l'organisation ou de nos partenaires principaux. Aussi, récemment, on a commencé à étendre la couverture pour créer des séries temporelles, donc revisiter ou recréer des données à différentes périodes pour les mêmes territoires, principalement autour des centres urbains. Bien sûr, le pipeline présenté est très utile pour la production de masse. Cependant, certains de nos partenaires ont des besoins beaucoup plus ciblés et aussi ne possèdent pas nécessairement la capacité informatique ou l'expertise pour rouler le même type de processus dans leurs organisations. Nous avons donc développé différents outils pour faciliter l'exploitation des modèles IA. Ici, un exemple, nous avons un module autonome qui s'occupe de faire l'inférence, un produit ou un outil qui est également disponible de façon ouverte sur GitHub, le module GeoInférence. Ici, on le voit mis en application à travers un plugin implanté dans QGIS qui permet d'intégrer les fonctionnalités directement dans un environnement C comme celui-ci, qui facilite bien sûr la visualisation directe des données sources et des données extraites, de même que la manipulation éventuelle des données qui sont extraites. En parallèle, on travaille aussi à développer une application web qui permettra d'offrir essentiellement les mêmes fonctionnalités, mais dans un environnement accessible en ligne. Ce nouvel outil est composé d'une interface web, on voit illustré ici, de même qu'une couche de service qui intègre les modules de GeoInférence directement. Nous menons présentement des discussions avec l'Agence spatiale canadienne pour voir si ce genre d'application-là peut être facilement intégré dans des initiatives comme Terre numérique Canada ou Digital Earth Canada en anglais. Nous croyons que ça représente une belle opportunité pour héberger un service de ce type-là au sein d'une communauté élargie. Encore une fois, les principaux éléments de notre usine GEA, c'est-à-dire les modules qui permettent de faire l'inférence aux différentes sources, de même que les modèles eux-mêmes, sont intégrés et rendus disponibles d'une nouvelle façon. Finalement, un exemple plus direct des produits générés avec les modèles actuels de segmentation sémantique. Ici, c'est la ville de Jasper qui a subi malheureusement l'impact d'un feu de forêt en juillet 2024. On voit ici à l'écran l'inférence de nos 4 classes réalisées automatiquement sur une image avant et après l'événement pour comparer ici l'impact au niveau des bâtiments. Donc, par-dessus l'image avant l'événement et en dessous l'image après l'événement, on voit qu'une partie de la ville a malheureusement été rasée. Et ici, on voit aussi un peu l'impact sur le couvert forestier des grandes zones qui sont des domaines brûlés. Donc, nos modèles seront en mesure, même si on peut être entraînés spécifiquement pour détecter des dommages liés au feu de forêt, de détecter l'absence dans les différentes entités qui étaient présentes là, sur l'image avant l'événement. Donc, comme Jean-François l'a expliqué, il y a vraiment une nouvelle genre de vitesse et niveau de automation qui est arrivé avec le factory de GeoAI pour produire des cartes au niveau national. Mais il ne faut pas oublier que le Canada reste un pays énorme, immense. Puis, genre, le cartographier de façon régulière, récurrente, partout au pays, c'est presque impossible. Même avec les solutions GeoAI, l'inférence pour autour de 5 km² en résolution de 50 cm, ça prend quelques minutes pareil. Ça veut dire pour juste faire l'inférence, juste extraire ces couches-là, pour tout le pays, ça va prendre 1 an de temps de machine. Et ça inclut pas le temps des inspecteurs et les techniciens qui vont réviser et qui vont valider ces données-là. Et aussi, c'est très, très coûteux, comme les données Maxar, par exemple, WorldView à 50 cm. Si on voulait couvrir toute la surface
canadienne avec, ça va nous coûter plus que 120 millions de dollars de juste une fois couvrir le pays. Donc c'est sûr que c'est un concept presque impossible et impratique aussi de recartographier le Canada au total de façon régulière. Par contre, il faut voir quand est-ce qu'une mise à jour à haute résolution de cartographie canadienne est nécessaire, où est-ce qu'il faut le commencer et dans quel contexte. Et pour ça, on a besoin de systèmes qui peuvent nous signaler des changements. Et ce genre de système-là, il devrait répondre à quelques exigences. Par exemple, il devrait utiliser des données ouvertes qui peuvent offrir couverture nationale. Il faut qu'il soit capable de nous dire quel changement il est intense, important pour dans le fond, justifier une mise à jour sur les cartes à haute résolution. Et il faut qu'il nous dise c'est quel type de changement. Donc, il faut qu'il soit capable de quantifier et qualifier le type de changement. Parce qu'un type de changement pourrait être important pour une organisation pour mettre ses cartes à jour, sauf qu'un autre type le même type de changement pourrait être absolument inimportant et insignificant pour l'autre organisation à mettre ses cartes à jour. Donc, il faut vraiment avoir ce genre de système-là. Et c'est dans ce esprit-là qu'on a développé un système de détection de changement. Je vais expliquer ici. Donc, ce modèle-là, s'appelle Planner, puis il est disponible actuellement de façon ouverte aussi. C'est un modèle de fondation. Un modèle de fondation, c'est un modèle AI, large scale, qui est entraîné sur énorme quantité de données. Donc, on parle de millions d'images qui ont contribué à entraîner ce modèle-là. Ce modèle s'entraîne de façon self-supervised. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas de label. Tout ce qu'il apprend, c'est comment décrire une image. Donc, il n'apprend pas comment interpréter l'image, il apprend seulement comment décrire des images. Donc, et c'est très utile pour la tâche de détection de changement parce que dans le langage humain, si vous montrez deux images d'époque 1 et d'époque 2 à quelqu'un et que vous demandez « dis-moi qu'est-ce qui est arrivé entre ces deux images-là », ils vont vous fournir une description de l'image 1, une description de l'image 2. Et si la description y a changé beaucoup, vous pouvez conclure qu'il y a eu des changements entre ces deux images-là. C'est exactement ça qu'on traduit à langage machine. Donc, on fournit à ce modèle-là image d'avant un événement ou une date particulière et image après. Puis l'image, c'est multispectral. Et après, ce modèle-là, il va traduire ou encoder ces images-là dans un espace virtuel des caractéristiques. Donc, on ne sait pas physiquement ça veut dire quoi. C'est un grand espace hyperdimensionnel où ces données-là se traduisent là-dedans. Puis dans cet espace-là, on prend la distance entre les deux images. Si la distance est grande, ça veut dire l'image est changée genre le contexte de l'image est changé. Puis si la distance est petite, ça veut dire que l'image est beaucoup changée. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer la quantité ou l'intensité de changement. Et en plus, après, sur ce modèle de fondation, on peut ajouter des fonctionnalités. Ça, c'est la beauté, en fait, des modèles de fondation, que la base, ce qu'on appelle les encodeurs de modèles, s'entraînent de façon self-supervised et ils ont appris à partir de beaucoup d'images. Donc, ils se généralisent très bien sur les différents contextes. Dans notre cas, autour de 1,5 million d'images partout au Canada, à partir de 2015 jusqu'à 2024, ont contribué à l'entraînement de ce encodeur-là. Et après, ce qu'on a fait avec quelques mille exemples d'annotation de land cover, on a entraîné une nouvelle partie de ce modèle qu'on appelle la décodeur de segmentation sémantique
pour être capable de nous dire quel type de changement il était arrivé. Donc, par exemple, avant, il était zone urbaine, maintenant, il est rendu agricole ou l'inverse. Donc, là, les gens ils peuvent décider, OK, est-ce que le changement est important? Si c'est important, je vais aller voir quel type de changement était arrivé. Est-ce que ce type de changement est important pour mon organisation? Si oui, là, je vais aller acquérir des images à haute résolution ou des données à haute résolution dans ce petit endroit-là que j'ai identifié le changement. Je vais mettre à jour mes cartes ou mes informations maintenant. Donc, ça sauve vraiment le temps, le coût et l'effort pour faire des mises à jour. Et ça pourrait être utilisé aussi dans le cas de détection de changements tout de suite après des catastrophes. Encore une fois, c'est basé sur les données ouvertes de Landsat et Sentinel. Donc, ça pourrait être, dès que les données sont disponibles après un événement, on pourrait faire une comparaison avec avant l'événement. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait dans le cas de feu de forêt à Jasper en Alberta. Donc, ce qu'on voit ici à gauche, c'était l'image avant, puis maintenant l'image après. Et ça, c'est la carte d'intensité de changement. Donc, on voit bien l'endroit qui était affecté par feu de forêt. Et ce qu'on voit maintenant à droite, c'est le changement de land cover. Est-ce que vous remarquez, c'était le forêt qui est maintenant rendu un genre de zone végétale clairsemée, prairies, grassland. Notre modèle l'a classifié comme grassland. Mais évidemment, quand on compare avec l'intensité du changement, ça devrait être l'effet de feu de forêt. Et c'est vraiment ça aussi, on a comparé ça avec les résultats de nos collègues du Centre canadien des services en forêt qui ont manuellement déligné la zone. Aussi le Parc Canada, on a presque un overlap parfait avec leur détection. Et à partir de ce genre de détection automatisée, là, on peut mesurer et quantifier l'impact de feu de forêt. Par exemple, on sait maintenant que le feu de Jasper, dans cette zone-là, à proximité de Jasper, en fait, il a affecté autour de 30 000 hectares de forêt ou d'autres écozones, comment il était affecté. Donc, on peut vraiment les utiliser pour extraire des informations assez condenses, puis qui pourraient être transférées après, par exemple, pour planification de restorations ou de rétablissement. Là, pour ce qui était à haute résolution, on voulait savoir comment est-ce qu'on est capable de plus encore réduire l'information qui vient peut-être nous aider à détecter des patterns, des formes dans ces informations-là. Ce qu'on voit en haut à gauche, en dessous, dans fond d'écran, c'est l'imagerie 1966 avec les hotspots de urban growth, donc l'expansion urbaine qui était arrivée entre 1966 jusqu'à 2023. Donc, c'est vraiment l'expansion urbaine. Puis, ce qu'on voit à droite en haut, c'est l'image, dans le fond d'écran, c'est l'imagerie de 2023. Puis les hotspots, ils montrent les destructions urbaines qui étaient arrivées entre 2023 et 2024 à cause de feux de forêt. Et si on rassemble ça et on les regarde de loin, on voit évidemment un pattern d'expansion versus le pattern de destruction. Donc ce genre de pattern-là, ce genre de forme, on ne pourrait pas le détecter si ce n'était pas grâce à ce genre de technologie-là. Je ne fais pas de conclusion pourquoi ce pattern-là existe, mais c'est sûr que cette détection de ce genre de pattern, il pourrait aider à des personnes qui font des décisions pour expansion urbaine ou l'inverse, de faire peut-être des meilleures décisions. Donc, comme on vient vous montrer, on traite énormément de quantité de données, une abondance de données, que ce soit imagerie 2D, que ce soit modèle d'élévation, nuage de points 3D. Et à partir de ça, de ces données-là, on extrait diverses et une énorme quantité d'informations aussi, que ce soit les couches des bâtiments, végétation, les plans d'eau, les arbres individuels et tout ça.
Et après, ce qui nous vient comme question, est-ce qu'il y a une façon vraiment de rassembler toutes ces informations-là? Est-ce que c'est possible de donner une common picture de toutes ces données-là, puis de toutes ces informations-là qu'on extrait à des utilisateurs pour qu'ils soient capables d'avoir une vue d'ensemble de ces données-là, mais pas juste de façon visuelle, mais aussi de façon interactive, de façon dynamique et de façon très réalistique. Donc, on cherche un genre d'environnement virtuel réaliste pour représenter toutes ces données-là, où les données ils vont conserver leurs caractéristiques géospatiales et géométriques en même temps. Et notre réponse à ça, c'était les jumeaux numériques. Donc, les jumeaux numériques sont dans le fond les répliqués de monde réel en monde virtuel. Et ils vont inclure plusieurs types d'objets. C'est à vous de décider quel type d'objet va s'inclure dans ce modèle-là, quel type d'information va s'inclure dans ce modèle-là, quelle fonctionnalité interactive vous voulez donner à cet environnement-là. Puis ça pourrait être utilisé vraiment dans plusieurs domaines. Vous pouvez l'utiliser pour les planifications urbaines. Vous pouvez l'utiliser pour planification de désastres, comme les risk mitigation planning. Et donc, ça peut vous donner une image opérationnelle commune de l'état de l'environnement et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a embarqué dans une journée de création des jumeaux numériques. Je vous présente maintenant le jumeau numérique qu'on a créé de Jasper et son environ. Donc, c'est principalement basé sur imagerie, sur données LIDAR aériennes. Ce qu'on voit en fond, c'est l'imagerie satellitaire qui est super bien alignée aussi avec nos données LIDAR, encore grâce à nos techniques d'alignement des données multisources, aussi basées sur AI. Puis, comme vous voyez, par exemple, pour les bâtiments, on a les façades, puis chaque façade, il y a toutes ces properties géométriques sauvées qu'on peut maintenant utiliser pour les différents bouts, mettant calculer le potentiel solaire si on avait installé des panneaux solaires sur chacun des façades ou chacun des parties de rooftop. On voit la densité, l'étendue, puis l'auteur de végétation. On est capable de mesurer tout ça. On est capable de voir l'état de terrain et donc si on met toutes ces informations-là ensemble, on peut peut-être les utiliser pour prédire l'extension et l'expansion de feu, par exemple, trouver des bâtiments qui sont plus vulnérables à être pris en feu et toutes ces informations-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications à partir de cet environnement qui sera possible. On a aussi essayé de modéliser l'aspect 3D des bâtiments affectés par feu de forêt. Donc, c'est vraiment un environnement 3D que là, on voit les changements avant, après le feu de forêt, comment que les bâtiments étaient affectés, quel bâtiment y était affecté et toutes ces informations-là. Donc, ce genre de jumeau numérique pourrait être utilisé pour illustrer l'ensemble des données liées à un événement réel qui pourrait être utilisé par les genres de decision makers ou aussi pour simuler des événements ou simuler des scénarios différents liés à un événement qui pourraient être utilisés dans les cas de planification et aussi dans le cas de formation de personnel, comme les intervenants des pompiers, par exemple. Et c'est exactement, on a un grand projet qui débute, qui s'appelle le Wildfire Digital Twins. Et son but, c'est vraiment d'intégrer ce type de digital twin dans les environnements virtuels avec les virtual reality functionalities pour donner des scénarios d'expansion de feu ou aussi étente de feu à des fins d'expérimentation et formation des intervenants. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons intégré l'intelligence artificielle dans différents aspects de nos composantes, de nos différents produits.
notamment la bornalisation de nos imageries aériennes historiques, l'usine GeoIA qui applique de façon automatique sur différents types de sources d'informations la segmentation sémantique d'entités prédéterminées et finalement la détection de changements appliquée à différentes catastrophes naturelles. Tout ceci, bien sûr, est un travail qui repose beaucoup sur un effort à long terme à l'interne de développement, mais qui implique aussi de collaboration technique externe, principalement du secteur privé et bien sûr du milieu universitaire. On a, suite à ça aussi, nous avons récemment débuté à veiller à ce que cette expertise-là puisse être exportée ou partagée à l'international. Nous avons récemment mis en place des partenariats d'assistance technique avec certains pays étrangers pour essayer de valider l'applicabilité des méthodes développées et des outils développés dans ces régions étrangères, avec relativement beaucoup de succès. Deux exemples. Un premier projet avec la Dominique, où on est parti appliquer exactement la même approche pour le développement de modèles de segmentation sémantique pour des entités essentiellement similaires à celles utilisées au Canada et les tester dans un contexte de pays des Caraïbes. Et plus récemment, avec la Jamaïque, où on a également cherché à appliquer les mêmes technologies, dont les modèles de détection de changement et de couverture de sol. On vise aussi à partager cette expertise-là davantage nationale avec notre implication récente au niveau des Nations Unies. Donc, ça conclut. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous deux. Il nous reste un peu plus que 5 minutes pour période de questions et de discussions. Je ne sais pas si on apporte le micro ici ou pour la captation. Sinon, la parole est à vous pour nos conférenciers. Oui. Si tu peux te lever, Laurent. Ouais, merci. Ferme le micro. Oui, vous m'entendez? Merci. Laurent Richard, membre du comité organisateur. Bravo, excellente communication, merci beaucoup. Vraiment, c'est tout un monde à découvrir. Là. Vous avez parlé d'un site web que vous avez commencé à développer, je pense. Et sur ce site-là, si j'ai bien compris, ce serait possible de mettre nos propres données sur le site. Puis, au fond, ma question, c'est quelque chose de relativement simple, mais si on a des fonds cartographiques, un peu de type raster, des images, des choses comme ça qu'on souhaiterait géoréférencer, donc est-ce que le processus se fait automatiquement? Et si oui, est-ce que ça utilise vos ressources en OpenAI ou autre chose? C'est tout. Merci. Merci pour la question. Le but visé, c'est vraiment de rendre cette plateforme-là, qui n'est malheureusement pas encore disponible au public, de la rendre très générique. Donc, idéalement, d'être capable d'identifier des modèles existants et de les appliquer sur différentes sources qui sont accessibles à la plateforme elle-même, en consommant les ressources qui sont disponibles pour héberger la plateforme. Fait que, par exemple, arriver avec une image ou une série d'images et décider de prendre soit un modèle de segmentation sémantique pour interpréter automatiquement le contenu de cette image-là pour les thèmes connus par ce modèle. Bien sûr, s'assurer que la source est compatible avec les attentes du modèle, ou prendre la même image ou une série d'images provenant des mêmes sources pour faire de la détection de changement. C'est vraiment l'optique visée par la plateforme proposée en générique pour différentes tâches, toujours en exploitant différents modèles sur l'infrastructure qui est déjà disponible. Oui. Merci, Sonia Rivet, Université Laval, membre du comité organisateur. J'aimerais savoir votre usine GeoAI. Juste une idée de l'envergure de développement, en fait, combien de temps, combien de personnes?
bonne question. J'ai mentionné qu'on a débuté en 2018. C'est sûr qu'on a démarré tranquillement, explorer le potentiel, travailler avec l'industrie privée pour voir quel type de modèle pouvait éventuellement rencontrer nos besoins, commencer à développer nos propres modèles, les entraîner. Il y a eu toute cette phase-là préliminaire là, qui s'est échelonnée sur 2-3 ans facilement. Plus récemment, on a commencé à mettre en place la capacité pour le faire, pour exploiter ces modèles-là de façon automatique et à grande échelle. C'est maintenant fonctionnel. Ça a impliqué différentes personnes, c'est au moins une dizaine ou une douzaine de personnes à temps plein, surtout plus récemment. Mais là-dedans, ça inclut l'usine elle-même qui est générique, mais qui a une fonction principale qui est présentement de faire la segmentation sémantique d'imagerie haute résolution pour produire des séries de thèmes connus. Mais dans cette équipe-là, ça inclut aussi des gens qui travaillent sur des nouvelles capacités, des nouveaux modèles. Donc environ, pour résumer, là, au moins 5, 6, même 7 ans de développement, une dizaine ou une douzaine de personnes. Quand même un investissement significatif dans notre côté. Qu'est-ce qui est votre taux de succès avec genre le géoréférencement des photos aériennes? C'était la classification. Bonne question. Puis ça varie vraiment de la source et de l'année. Les années, par exemple, 1920, juste de 1920 jusqu'à 1950, c'est des années où la qualité des imageries est vraiment pas bonne. Et en plus, ils sont déjà imprimés sur papier, donc ils sont en plus de ça scannés à part. C'est principalement pour ça qu'on a développé la solution pour déjà améliorer les images parce que ça nous permet de après les processer vraiment comme avec la solution AI. Mais je dirais que au moins 90% des cas, on arrive de le faire de façon automatique. Pour les autres cas, ça prend l'intervention humaine pour détecter ces points de contrôle-là. Récemment, j'ai fait une série multitemporelle de Manitoba dans la saison de flood. Et quand il y a flood au Manitoba, on ne voit plus les routes. Et les routes sont pas mal les seules choses qui sont restées inchangées depuis, mettons, 1950 jusqu'à date actuelle où je prends mes données de référence. Donc, c'était énormément difficile. Je demandais à plusieurs personnes sur certaines images de regarder s'ils ont même une idée de où, sur le Red River, ça vient, cette donnée-là. Parce qu'il y a une petite information de position de ces images-là qui est disponible. Mais comment il était écrit, comment il était produit, c'est que dans le temps, quand ils ont volé sur une carte papier, ils ont dessiné, on a volé ici. Donc, il y a des lignes de vol qui sont dessinées. Nous, on a numérisé ces cartes-là. Et après, avec le nombre d'images qu'on a dans une ligne de vol, on a décidé acquis de façon régulière. On a espacé cette ligne-là. Puis là, on a donné des coordonnées à chaque image. Mais c'est de quelques kilomètres d'erreur là-dedans, évidemment. Donc, juste placer approximativement à la bonne place pour qu'après AI pourrait faire le travail. Dans certains cas, c'est difficile. Donc, je ne peux pas dire que c'est 100% automatique, pas du tout. Question? Sinon, je vais en profiter, il reste 2 minutes. Vous avez parlé, c'est très intéressant, surtout cette capacité à détecter automatiquement le changement qui répond à un grand besoin en matière de gestion et d'aménagement du territoire. Par contre, je vois les étapes temporelles sont déterminées par les années de prise de vue de l'imagerie. Est-ce que dans les années à venir, il est réaliste de penser qu'avec de la donnée descriptive ou de la donnée géographique non cartographique, on pourrait avoir un suivi temporel beaucoup plus serré, c'est-à-dire, je fais référence à Jasper et la zone que vous avez montrée de l'étalement urbain de Jasper en connaissant les années de construction des bâtiments, que le système en tient compte pour faire un suivi non pas de 1966 à 2023, mais bien presque un suivi annuel de cet étalement urbain pour arriver à mieux réfléchir sur le développement du territoire et comment les phénomènes ou les catastrophes
sont créées, les conditions sont créées longtemps en avance? Ben, je crois que la capacité déjà existe. Donc, ce modèle-là, il n'est pas limité à des dates ou des intervalles de dates particulières. Chacun peut arriver avec ses propres données qui viennent même de 12 jours différents s'il aimerait, ou que ce soit plusieurs années. Puis le modèle va faire le même job sur la détection de changements. Il y a des fonctionnalités qu'on a ajoutées que si vous arrivez avec plusieurs données qui sont prises du même endroit, qui détectent même les changements plus persistants, ce qui en fait en dure plus longtemps ou qui est plus important à travers le temps. Donc toutes ces capacités-là existent. On travaille par exemple avec Infrastructure Canada pour aussi détecter des changements urbains de façon plus régulière. Comme Jean-François l'a mentionné, on est en train d'acquérir maintenant sur les grandes zones urbaines, imagerie même à haute résolution de plusieurs années. Souvent, on a de 2012 jusqu'à 2024, presque à toutes les années. On essaye de les ajouter pour faire ce genre d'analyse-là. Mais est-ce qu'on envisage de grands public, si on veut dire, à l'extérieur des mandats de gouvernement, c'est de le rendre vraiment comme un service. Arriver avec vos données, prenez les cartes de changement, partir avec. Donc, puis c'est ce qu'on parle actuellement avec Canadian Space Agency, de le rendre comme un service. Si vous êtes intéressé, c'est actuellement disponible. Plus il faut être un petit peu programmeur pour l'utiliser, mais c'est déjà disponible dans cette version-là aussi. Sur Hugging Face. Parfait. Merci beaucoup.